Bonjour, il est 17h30, nous sommes lundi, nous avons passé un week-end pascal à Moscou, compte tenu de la Pâque orthodoxe, et j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Voilà, donc je suis de retour avec Arnaud et Igor qui a atterri de son jet privé, donc qui est revenu avec nous. Et si j'ai bien compris, il ne s'est pas passé grand chose ce week-end, mais il y a quand même quelques nouvelles, pas forcément les meilleures, mais il y a quand même quelques nouvelles. Donc Arnaud, veux-tu bien commencer, s'il te plaît? Volontiers, président. Bonjour à tous. Ah, Effectivement, excuse-moi Arnaud, il faut que je viens d'avoir une plainte en direct de Oui, Pavel Chelsky parce que j'ai oublié de dire que Pavel était là, mais c'est parce que tout le monde te voyait. Pavel. je voulais te le signaler, mais j'ai pensé que ça allait de soi. Euh, Quelques nouvelles économiques et politiques. Tout d'abord, des nouvelles de la fin de la semaine, mais qui sont tombées après notre briefing de vendredi. Sur, par exemple, les paiements en roubles, hein. L'Union européenne a expliqué les choses, explicité les choses, et ainsi que nous l'avions pressenti et expliqué lors du précédent briefing. Chacun fait semblant de croire qu'il a obtenu gain de cause, et en gros, pas grand-chose ne va changer dans le sens où les Européens vont payer en euros ou en dollars à Gazprom Bank qui va s'occuper de faire la conversion, et ce mécanisme semble convenir à tout le monde et a l'avantage de nous prémunir pardon, d'un scénario de coupure d'approvisionnement. Des éléments contradictoires sur un éventuel sixième paquet de sanctions européennes. Certaines sources disent que les discussions avancent. D'autres, tout aussi crédibles, estiment que cette semaine, il ne se passera rien et que vraisemblablement, il ne se passera rien avant le Conseil européen de la fin mai. Et M. Borrell a par ailleurs déclaré une nouvelle fois qu'il n'y avait pas de consensus entre États membres en ce qui concerne d'éventuelles mesures restrictives à l'encontre du pétrole, puisque c'est de ça dont il est question, et a fortiori du gaz. En Russie même, on relève, en tout cas la presse russe fait l'écho de difficultés de certains acteurs locaux s'agissant de l'achat de serveurs et de systèmes de stockage, donc dans l'industrie électronique. Ça sera évidemment quelque chose à suivre. Dans le domaine politique, vendredi soir, comme toutes les semaines, le ministère russe de la Justice a rendu public une nouvelle liste d'agents étrangers. Dans celle de vendredi figure entre autres Alexei Venediktov, que vous connaissez sans doute, qui est l'ancien rédacteur en chef de la radio Écho de Moscou, qui, vous le savez aussi, puisqu'on en avait parlé, a cessé d'émettre au mois de mars. Toujours s'agissant des agents étrangers, entre guillemets, un projet de loi vient d'être déposé cet après-midi à la Douma d'État, un texte qui prévoit d'une part une simplification des registres et une extension des possibilités d'inclusion, puisque désormais recevoir de l'argent de l'étranger n'est plus un critère obligatoire pour figurer sur ce registre qui serait unifié. Et des entités commerciales pourraient également y figurer si tant est qu'elles s'occupent de politique. Enfin, et ça permettra de faire une transition avec ce que dira peut-être Igor, Sergei Kirienko, ancien Premier ministre, ancien patron de Rosatom, aujourd'hui, en tout cas depuis 2016, numéro 2 de l'administration présidentielle en charge de la politique intérieure. Et bien, Sergei Kirienko s'est rendu dans le Donbass ces derniers jours, où il a eu divers entretiens, ce qui semble confirmer le fait que cet espace, dont l'avenir n'est pas tranché, l'avenir juridique, l'avenir politique, en tout cas, est appréhendé de plus en plus comme relevant de l'espace intérieur russe. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Président. Merci beaucoup Arnaud. Euh, Effectivement, pas que des bonnes nouvelles, mais j'espère que tu vas nous faire sourire maintenant, Igor, que tu as des nouvelles diplomatiques qui vont pouvoir égayer notre soirée. Merci, Président. Non, pas vraiment, à vrai dire. Il n'y a pas
grand-chose de très réjouissant sur le front diplomatique parce qu'en fait, il n'y a aucune nouvelle sur le processus lui-même. Il se passe pratiquement rien. En tout cas, rien que l'on sache. Hein. En revanche, c'est sur les contacts autour de cette crise qu'il y a évidemment des développements à relever. Alors, tout d'abord, demain, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu à Moscou. Il rencontrera non seulement Sergueï Lavrov, mais visiblement aussi Vladimir Poutine. Les présidents turcs et ukrainiens se sont entretenus par téléphone hier et manifestement ont discuté des questions liées aux garanties de sécurité que la Turquie pourrait fournir à l'Ukraine. Ils ont également parlé du processus de négociation, la Turquie étant un des principaux, acteurs qui fait la promotion d'une médiation. Et enfin, ils ont parlé de navigation en mer Noire, mais surtout sous l'angle de la navigation de commerce. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont visité Kiev hier, où ils ont rencontré Volodymyr Zelensky pendant 3 heures pour discuter de livraison d'armement, de sanctions contre la Russie et de reconstruction de l'Ukraine. À cette occasion, le président ukrainien a remercié Washington pour son soutien indéfectible et rappelé que les États-Unis ont livré à ce jour pour 3,4 milliards de dollars d'armement aux forces ukrainiennes. La Turquie encore, qui par l'entremise de son ministre de la Défense, a réitéré l'opposition d'Ankara à tout déploiement d'une task force navale de l'OTAN en mer Noire. Puisque la Turquie tient à maintenir le théâtre naval, l'espace maritime de la mer Noire, tient à maintenir la stabilité dans cet espace-là. Et je rappelle que la navigation militaire dans la détroit turc est interdite depuis fin février, donc en vertu de plusieurs articles de la Convention de Montreux que la Turquie a invoqués. Enfin, toujours une nouvelle par rapport à la Turquie. Les Turcs ont décidé de fermer leur espace aérien aux appareils russes se rendant en Syrie. Donc en vertu d'un renouvellement de cette autorisation qui est arrivée à échéance et qui n'a pas été renouvelée. Donc c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans les années précédentes, en gros depuis que les Russes se trouvent en Syrie. C'est déjà arrivé aux Turcs de suspendre cette autorisation. Il faut savoir que ça va principalement affecter les appareils de logistique du ministère russe de la Défense, puisque les appareils de combat empruntent une autre route aérienne qui ne passe pas par la Turquie. Également quelques liaisons aériennes civiles entre la Russie et la Syrie. Mais on se trouve finalement dans le cas d'un rapport de force qui est très classique pour les relations russo-turques. Et d'autre part, j'observe que cette décision est prise alors que M. Erdogan rappelle depuis plusieurs jours qu'il doit s'entretenir par téléphone avec M. Poutine et que jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit, alors qu'il a parlé avec M. Zelensky dimanche par téléphone. Voilà, Président, tu vois, comme je t'avais dit, rien de très, très réjouissant. Nous comptions sur toi, pourtant, Igor. C'est raté. Bon. On a une première question pour toi, Arnaud. Qu'est-ce que cela implique d'être considéré comme un agent de l'étranger par une personne physique et ou morale? En fait, le statut d'agent de l'étranger, pour résumer, c'est le sceau de l'infamie. C'est ça. Donc, c'est une forme d'ostracisation, que ce soit pour les personnes morales ou physiques, qui sont tenues, en tout cas jusqu'à présent, peut-être que la loi le modifiera, mais j'ai quelques doutes que le texte aille dans un sens de la libéralisation. Les personnes sont tenues de mentionner ce statut à chaque fois qu'elles s'expriment sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Agent de l'étranger, ça veut dire en réalité traître à la patrie, hein, il faut être clair. Donc, ce qui veut vous n'avez aucune vie professionnelle possible dans le pays, ça veut dire aussi concrètement que il est très douteux de pouvoir bénéficier de publicité ou ces choses-là. Donc, c'est une forme de mise à l'index et d'ostracisation à tout point de vue. Il y a un marqueur, Arnaud, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, parce que je crois que justement le projet de loi devait changer ça, mais toute publication, notamment sur Telegram, et tu as parlé des réseaux sociaux, doit être précédée d'un long paragraphe en lettres capitales, c'est notamment le cas pour Medusa,
où il est écrit que la publication est issue d'un agent de l'étranger et donc hautement sujette à caution, etc., etc., etc. Donc, effectivement, oui, c'est les cruels. L'Ukraine reçoit beaucoup d'aide en armement, mais comment l'Ukraine paie-t-elle? À crédit? Elle ne paye pas, elle reçoit ce sont des aides directes, ce ne sont pas des ventes d'armes, ce sont des donations. Voilà, des mises à disposition, mais certainement pas des achats. Selon Igor, les Occidentaux renforcent leur soutien à l'armée ukrainienne. Les États-Unis ont accéléré leurs livraisons d'armes lourdes, comme la France ou encore la Pologne. Dans cette situation, croyez-vous encore qu'il y a du sens pour les entreprises françaises de rester en Russie? C'est moi qui vais répondre. Voilà, à cause de toi, Igor. Oui, bien sûr qu'il y a du sens pour les entreprises françaises de rester en Russie. C'est indépendant de ce qui se passe en Ukraine. On en revient toujours au même problème, qui est les entreprises françaises qui se sont développées en Russie, pas que les françaises, les entreprises étrangères aussi, doivent-elles abandonner du jour au lendemain tous les Russes qu'elles emploient, ceux avec lesquels elles travaillent? C'est une question morale qu'on peut se poser. En tout cas, moi, je me la pose pas. Il faut rester en Russie et il faut ne pas rajouter de la misère à la misère en continuant à soutenir le peuple russe, en tout cas pour l'instant. Si peut-être j'ai un petit point de complément sur la question, tu sais, par rapport aux livraisons d'armement à l'Ukraine, où, bon, évidemment, comme Arnaud l'a dit, c'est des livraisons à titre gracieux. Mais pour comprendre le contexte, il y a nombreux pays d'Europe centrale et orientale notamment qui donnent gracieusement, visiblement à l'Ukraine, un tas de matériel, principalement du matériel ex-soviétique d'ailleurs, qui disposait toujours dans leur stock, et qui vont devoir donc ensuite se refournir pour combler, j'allais dire, la voilure qui aura été dégarnie pour envoyer, je ne sais pas moi, des tanks, des blindés légers, tout ce qu'on peut imaginer à l'Ukraine. Et donc, auprès de qui ils vont ensuite se fournir? Auprès d'armuriers, principalement occidentaux, on peut supposer principalement américains. Donc, il y aura des retombées en réalité en économie, en contrat pour des armuriers principalement occidentaux et je pense principalement américains, de ces dons qui vont être transformés derrière en contrat pour acheter du matériel neuf, moderne et pas du matériel ex-soviétique qu'on a modernisé, remis à niveau depuis plusieurs années. Ça va être en réalité, il y aura bien une retombée pour les pays occidentaux et je pense principalement pour les armuriers américains sous forme de contrat d'ici quelques temps. On nous demande comment ça s'attend que les aides en armement vont à la guerre, mais ce sont des armes qu'ils reçoivent. Donc ça ne peut pas être autrement que... Oui, mais il y a quand même une question. Je ne sais pas si c'est cette question, si c'est le sens de cette question, mais tôt ou tard se posera la question du suivi effectivement après la guerre, parce qu'il y aura, Dieu merci, un après-guerre, mais on ne peut pas exclure qu'une partie de ces armes, de part et d'autre d'ailleurs, terminent dans de mauvaises mains, et qu'on les retrouve. Oui, bien sûr. En France, pour l'instant, elles vont. On peut les retrouver n'importe où, mais pour l'instant, elles vont. On se souvient que des armes, et ça, Igor pourrait en parler plus longuement que moi, certaines armes dispersées en Libye se sont retrouvées au Mali ou ailleurs. Bon. Ouais. Et avant ça, dans les Balkans. Et avant ça, dans les Balkans, il y a des braquages qui ont été effectués en France avec des armes issues des Balkans. Comment envisagez-vous l'évolution du statut de co-belligérance, notamment suite à la destruction du croiseur Moskva et des canons, alors je ne sais pas s'il y a un lien avec les canons César français, qui en seraient les conséquences? Je ne sais pas si c'est lié, je ne crois pas que ce soit lié aux canons français, non. Mais en tout cas, avec la livraison d'armes, on pourrait... Tu en avais parlé, je crois, Igor, la fois dernière. On rentre dans une zone d'ombre. Disons, bon, là, on parle vraiment de deux événements séparés. Le croiseur Moskva, c'est quelque chose qui s'est passé. Le président Macron a manifestement expliqué que la France pourrait livrer de l'artillerie, donc des canons César. Donc, ça n'a pas encore été fait. C'est quelque chose qui est envisagé. Mais quand j'expliquais qu'effectivement, il y a des livraisons qui, en termes qualitatifs,
sont en train de monter, j'allais dire, d'un certain degré, c'est quand on regarde dans les annonces qui sont faites, après une fois de plus, on ne sait pas comment c'est sur le terrain, ce que ça donne, forcément dans quelle proportion, etc. Mais dans les annonces qui sont faites, dans les intentions qui sont publiquement exprimées, on voit que ça porte plus seulement sur, enfin seulement entre guillemets, hein, sur des missiles anti-tanks, des missiles solaires, etc. Mais on passe maintenant sur de l'artillerie un peu plus lourde, sur de l'artillerie autotractée. On passe sur des choses qui sont quand même plus grosses, plus importantes, avec une capacité de destruction, à mon avis, qui est non négligeable, et avec une portée de tir qui est tout aussi non négligeable. Donc j'ai l'impression qu'en termes qualitatifs, il y a un saut qui est en passe d'être franchi sur le matériel livré, y compris sur certains systèmes de missiles qui ont vocation à protéger des côtes. Et donc c'est là où je dis que, attention, sur l'aspect co-belligérance, il faut s'interroger. En tout cas, il faut l'avoir en tête. Mais alors on nous dit justement, la France a gracieusement donné 1,4 milliard en armement, je ne sais pas si c'est le chiffre. Qu'attend la France en retour si l'Ukraine ne paie rien, peu importe le chiffre? Non, mais sur la France, moi, j'ai pas évidemment, ce que je sais, ce qu'on sait comment dirais-je, de sources publiques, en lisant la presse, etc., c'est que comparativement à d'autres pays européens, la France fait pas partie du top 10 ou du top 3 des pays qui sont les plus, j'allais dire, généreux avec l'Ukraine. La France aurait envoyé des choses à l'Ukraine. C'est évidemment, ça a été annoncé, mais manifestement, aussi bien en termes de volume que de matériel, c'est pas la Grande-Bretagne. Voilà, c'est pas les États-Unis, c'est pas, il y a d'autres pays, c'est pas la Pologne, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus généreux et beaucoup plus zélés. Une fois de plus, sur les quantités, sur la qualité de matériel. Moi, j'ai l'impression que la France, de ce côté-là, conserve une forme de retenue, on va dire, mais pour pouvoir conserver une forme d'ouverture qui est en adéquation, j'allais dire, avec sa volonté parce que la volonté du président Macron de toujours laisser la porte ouverte aux discussions, puisque la France continue, mine de rien, de présider l'Europe jusqu'à la fin juin, il me semble. Donc, il y a une position qui me semble un peu plus, j'allais dire, plus de retenue, voilà, par rapport aux autres États que j'ai cités. Certes, mais n'oublie pas que la France dispose de ce que personne d'autre n'a, et avec une puissance de coercition absolument gigantesque, qui sont les nouveaux philosophes. Qu'on envoie à Odessa. Oui. Alors, Austin a déclaré, je ne sais pas qui est Austin, a déclaré vouloir affaiblir autant que possible la Russie pour que le scénario ukrainien ne puisse se répéter ailleurs. Y a-t-il une réaction russe officielle à cette déclaration? C'est le secrétaire à la défense, c'est le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas lu de réaction, mais ça a pu m'échapper, hein, parce qu'il y a eu beaucoup. J'ai rien vu de très substantiel par rapport à ça. Mais cela dit, c'est en parfaite cohérence avec la logique des Américains, y compris sur les sanctions. Hein. Les sanctions que apposent les Américains comme les Européens ont une logique qui est donc qui est celle de provoquer la fin des hostilités, j'allais dire, en Ukraine. Mais au-delà de ça, il y a une logique attritionnelle d'amenuiser la puissance russe dans le temps. Donc il y a plusieurs en fait, logiques à ces sanctions qui coexistent et qui dépassent l'agenda ukrainien stricto sensu. Alors, on a une question militaire auquel on ne répondra pas, je suis désolé Alain, mais on ne répondra pas à cette question militaire. D'après vous, quel est l'impact de la réélection du président Macron sur la position de l'UE vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Macron exercera-t-il une pression sur l'Allemagne pour l'application d'un embargo sur le pétrole et les gaz russes? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Bon, on connaît la position française. On a entendu également le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, sur ce sujet spécifiquement. On entend aussi le chancelier Scholz et d'autres acteurs allemands dire de façon de plus en plus ferme, parce qu'ils sont sous pression, effectivement, que ce n'est pas envisageable. Donc, est-ce que ça va changer fondamentalement les choses? Je ne crois pas. Oui, je ne pense pas non plus. Et la position allemande est très ferme. Donc, mais je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou demain que
le nouveau président Macron allait voir le chancelier Scholz. Donc, on va voir Scholz. Alors, ce qui se dit, par contre, depuis quelques jours, il y a des articles dans la presse, il y a également certaines déclarations en Allemagne, c'est que le chancelier donc, ne ferait pas preuve d'assez de fermeté, et donc certains disent que la coalition allemande pourrait être menacée. En tout cas, ça fait partie des choses qu'on entend. Intéressant. Que pensez-vous de l'accord passé avec les îles Salomon la semaine passée? Alors, il faudra expliquer pourquoi. Nous dirigeons-nous vers une mondialisation du conflit, enfin, ce que sont ces accords, et des tensions entre la Chine et les États-Unis sont-ils à prévoir? Alors, il me semble que ça, c'est en lien avec le Washington qui a mis en garde les îles Salomon contre toute tentative de recevoir une base militaire chinoise sur son sol ou d'accueillir des militaires chinois sur son sol. Donc, je pense que c'est ça l'information à laquelle il est fait allusion. D'une part, et d'autre part, visiblement dans le détroit de Taïwan, enfin entre Taïwan et la Chine, il y a effectivement une activité navale militaire chinoise anormalement élevée, et qui donc vient alimenter, vous savez, cette théorie depuis longtemps qui court que les Chinois pourraient être tentés de réaliser un coup sur Taïwan à la faveur de la crise très grave que traverse l'Europe avec ce qui se passe en Ukraine. Bon. Pour l'instant, ça ne va pas au-delà. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à cette théorie et qui ont des bonnes raisons de ne pas y croire. D'autres qui continuent de l'alimenter. Ces éléments-là sont de nature, effectivement, à l'alimenter. En tout cas, les Américains se sont déclarés prêts, visiblement, à faire face à un certain nombre de scénarios. Donc, à suivre. C'est un autre ce qui est sujet. très frappant aussi, Oui, ce qui est très frappant aussi, évidemment, et peut-être que ça fait partie de la question, c'est les parallèles entre les déclarations américaines et australiennes sur le caractère inacceptable de cette base chinoise ou toute présence militaire chinoise sur les îles Salomon, et la rhétorique russe sur le caractère inacceptable de l'infrastructure de l'OTAN à ses frontières. Donc certains pointent une forme de, finalement, deux poids, deux mesures, comme d'habitude, sur ces sujets-là. En gros, voilà, le discours américain, certains estiment que le discours américain, sur le fond, et par sa logique, n'est pas très différent, finalement, du discours russe sur l'élargissement de l'OTAN. Oui, c'est-à-dire qu'en finalement, on a la liberté de disposer sur ses propres arrangements de sécurité en Europe, mais dans le Pacifique, c'est pas forcément autorisé. C'est-à-dire ce qui vaut pour l'Ukraine qui souhaiterait recevoir par exemple des bases de l'OTAN sur son territoire, etc., et qui est salué, ou en tout cas qui est encouragé ou compris par les Occidentaux, ne s'applique pas dans le Pacifique, où les îles Salomon souhaitent manifestement une présence militaire chinoise pour faire je sais pas quoi et se protéger contre je ne sais pas qui. Mais ça, en revanche, ce n'est pas accepté. Certains mauvais esprits parleraient d'hypocrisie, mais nous ne sommes pas de mauvais esprits. On ne t'entend pas, Arnaud. Je disais que certains mauvais esprits pourraient parler d'hypocrisie, mais nous ne sommes pas de mauvais esprits. On t'entend mal. On a entendu ce que tu as dit, mais on t'entend mal. Un dépôt de carburant a encore été attaqué. Je ne sais pas si... Enfin, on a vu des photos en tout cas. Est-ce qu'on va continuer à voir ce style d'attaque? Et c'est assez étonnant, nous dit-on. Bon. À Moscou, on ne dit pas attaque, on dit incident. Oui, aux États-Unis, on dit dommages collatéraux quand tu dis civil. Le maintien du cours du rouble au niveau actuel de 72 euros. 72 pour un euro, c'est 72? Ça me paraît... C'est 77, je crois. Mais 72, ça me paraît bon. En tout cas, le niveau du cours du rouble est très bas, effectivement. Est-il durablement tenable? Quelles sont les perspectives selon vous? Alors, la bonne chance pour les perspectives du cours du rouble, parce qu'en temps normal, on ne fait jamais de perspectives, mais je ne sais pas. Non, mais manifestement... on t'entend plus, Arnaud. Alors, c'est très regrettable. Est-ce que vous m'entendez? Alors, attends, on va essayer de... On va vérifier si ça ne vient pas de notre côté, en fait, s'il n'y a pas une enceinte qui... Bon, on t'entend très bien, nous dit-on. Bon. Non, je disais que les conditions du marché des devises depuis fin février, début mars sont connues. Elles ont un peu évolué dans le sens de levée de certaines mesures banque centrale. Bon, malgré tout, c'est un marché qui reste restreint. Et le facteur nouveau, c'est quand même l'arrivée et le change de beaucoup d'euros et notamment d'euros via Gazprom Bank dans le cadre des
des contrats gaziers. Donc, je pense que le facteur nouveau, c'est ça. Alors après, il y aura d'autres facteurs, l'éventuelle remontée des taux en Occident, l'éventuelle baisse en Russie, et la volonté du gouvernement russe. Encore une fois, il n'est pas forcément très favorable à un rouble trop fort. Voilà, on nous dit, ben voilà, notre auditeur nous dit qu'il a effectivement changé à 72 pour 1 euro hier, et une auditrice nous dit qu'elle a changé, elle, à 84,5 pour 1 euro. Donc il y a quand même des écarts de change importants d'une banque à l'autre. On va passer sur un autre type de question. Alors, on en revient à une question qu'on nous avait posée vendredi d'ailleurs. Quelqu'un a un voyage prévu en Russie dans les prochains jours. Quelle compagnie itinéraire conseillez-vous? Gilles ne veut pas répondre. Non, mais c'est toujours la même chose, c'est de passer soit par Istanbul, Yerevan, les pays du Golfe, ou, pardon? Belgrade. Et Belgrade. Alors, j'ai une autre question sur Belgrade. Voilà, on nous dit un avion sur 2, Belgrade-Moscou est menacé d'une alerte à la bombe. Briefing de vendredi, c'est à peu près vrai. Hein, pas de chiffre exact, mais c'est à peu près ça. Est-ce le cas dans l'autre sens? Alors, je ne crois pas que dans l'autre sens, il y a beaucoup d'alertes à la bombe. Avez-vous des retours d'expérience? On en a un certain nombre. Et quid des services secrets en Serbie? Ça, j'en ai aucune idée. Mais si même en Serbie, ils ont des services secrets. Mais le Belgrade, c'est le plus simple, c'est le plus court, c'est le moins cher, mais c'est celui qui prend le plus de temps très souvent parce que effectivement, les alertes à la bombe font que l'avion revient sur la Serbie. On arrive très tard à Moscou et on arrive durant la nuit où les douanes ne sont pas très coopératives. Donc, vous avez souvent des douaniers acerbes. Oh là, voilà. Oui, alors l'excellent Normalien Chinsky. Donc voilà, alors un autre nous dit, peut-on déménager, organiser notre auditeur, peut-on organiser des déménagements de la Russie vers la France et inversement? Oui, c'est possible. Et c'est souhaité. Pourquoi c'est pas souhaité? Ah non, mais là, c'est quelqu'un qui veut venir en Russie. Ah bah oui, il faut dans ce cas-là. Voilà, donc c'est souhaité. Une question, voilà, comment pourrait-on expliquer le suicide d'autant d'oligarques russes depuis quelques semaines? Je ne sais pas si vous avez des informations. Alors, il y a un problème de mots. Hein. On joue sur les mots. Effectivement, il y a eu plusieurs suicides en Espagne, à Moscou. Non pas d'oligarques, hein. Aucun oligarque s'est suicidé, mais quelques cadres supérieurs de grands groupes russes se sont suicidés, certains seuls, certains avec leur famille. Et ça a alimenté ces dernières heures, ces derniers jours, toute une théorie du complot. Mais aussi, on a en Occident le complotisme un peu sélectif, semble-t-il. En tout cas, qu'il se passerait des choses chez les oligarques russes. Alors, je ne sais pas factuellement si ces suicides sont liés. Il y en a 4 ou 5. J'observe ces personnes travaillaient dans des entreprises différentes. Je ne suis pas certain qu'elles se connaissaient. Et encore une fois, on ne parle pas d'oligarques. Il faut être très clair. Ce ne sont pas des gens du premier cercle, ni du deuxième, ni du cinquième du pouvoir en Russie. C'est des gens qui avaient de l'argent. Voilà. Absolument. Existe-t-il un chiffre sur l'impact des sanctions occidentales sur le volume des échanges entre la Chine et la Russie? Alors, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas si tu as les chiffres. J'ai vu que j'ai entendu que ça avait augmenté de 30%. Les échanges avaient augmenté de 30% depuis le début de l'année, mais je n'ai pas les chiffres encore. Ouais, en fait, le seul chiffre qu'on a à ce jour, c'est le volume du commerce russo-chinois sur le premier trimestre 2022 en comparaison au premier trimestre 2021. Et là, il est de plus 28 ou 29%. Bon, mais il faut attendre, si on veut voir une vue un peu plus d'ensemble, il faut quand même regarder au moins à l'issue de l'année pour comparer à l'année 2021. Sachant que l'année 2021 est une année un peu de convalescence par rapport au Covid. Donc en réalité, il faudrait peut-être comparer à 2019 pour être sûr d'avoir quelque chose de plus robuste. Mais dans l'absolu, oui, en glissement annuel, T1 2022 versus T1 2021, il y a plus 30%. Voilà, il est possible que ça reflète surtout janvier et février. Je crois avoir vu passer des chiffres de la Banque de Finlande
sur Mars qui montrait qu'en Mars, en réalité, de façon assez logique, hein, les acteurs soit sont perturbés pour leur chaîne logistique, soit pour les paiements, et qu'en Mars, il s'est passé des choses moins favorables. Donc effectivement, il faut attendre et il faudra voir où on trouvera les chiffres, puisque je l'ai dit vendredi, la Banque de Russie et les douanes mettent un cachet de confidentialité sur certaines statistiques, et donc il est possible que l'on trouve ces chiffres en provenance de la partie chinoise. On nous demande dans quel secteur les entreprises chinoises se développent-elles? J'ai pas le détail de ces chiffres-là. Et il faut, en tout cas, les Chinois sont là pour prendre les places des étrangers qui partent. Donc une raison supplémentaire pour rester en Russie. C'est que si on part, c'est parfait, mais c'est les Chinois qui nous remplacent et on n'a pas intérêt à cela. Et on va le voir prochainement dans des grands secteurs. Y a-t-il toujours des meetings contre l'opération spéciale en Russie? Non, pour des raisons que vous imaginez. Mais effectivement, il y avait eu des mouvements fin février, début mars. Et à part quelques cas très isolés, et souvent le fait d'individuels, hein, on n'en voit plus. On n'en voit plus, ou de façon extrêmement marginale. Alors, si demain tous les contrats gaziers passent en roubles, y aura-t-il assez de roubles pour répondre à la demande de tous ces pays? Le rouble ne va-t-il pas naturellement se renforcer du fait de la demande en devises? C'est ce qui est en train de se passer, je pense. Et Ouais. c'est le souhait, en tout cas, c'est l'objectif, c'est d'éviter que le rouble file, comme il l'a fait tout au début de l'opération spéciale. Et sanctuariser Gazprom Bank. On nous demande si nous avons des nouvelles d'Avtovaz Renault. Non, pas pour l'instant. Donc, on en aura, j'espère, prochainement, mais pour l'instant, non. Quel est l'état actuel des perspectives de développement en Russie pour les PME françaises? Mais les PME qui sont déjà là, si elles sont toujours là et qu'elles continuent à opérer, c'est qu'elles ont toujours un marché. Or, parler de perspectives de développement est un grand mot pour l'instant parce que l'économie se tasse. Mais elles peuvent toujours continuer à travailler, au moins à maintenir leur activité. Tout dépend des secteurs d'activité, bien évidemment. Y a-t-il des témoignages d'investisseurs français en Russie qui refusent de partir? Non, il n'y a pas de témoignages et on ne conseille pas aux gens de faire ce type de témoignages puisqu'ils ne sont pas forcément bien compris et surtout bien commentés. Qu'en est-il de la situation des entrepreneurs, si elle est plutôt au retour en France ou bien à la sédentarité en Russie, à la panique ou au calme? C'est un peu une réponse à la aux questions précédentes, mais pour l'instant, il faut regarder vraiment le secteur d'activité dans lequel vous opérez. Il y a des secteurs d'activité qui sont extrêmement touchés par la crise, d'autres qui ne le sont pas. Donc évidemment, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, vous allez plutôt partir, plutôt rester. Donc, c'est assez difficile pour l'instant de dire quelle est la situation des entrepreneurs, mais il y en a encore, fort heureusement, beaucoup qui restent. Les tendances françaises à investissement en Russie, y a-t-il malgré les sanctions des secteurs favorables et ou favorisés par la France? Non, il n'y a pas de secteur favorisé par la France. Il y a des secteurs qui marchent mieux que d'autres, mais il n'y a pas de secteur favorisé par la France. On nous demande aussi ce qu'on pense des analyses de Charles Gave, mais ça, je pense qu'on ne donnera pas on ne fait pas de commentaires sur les analyses des uns et des autres. Auriez-vous des nouvelles du lycée français? La rentrée se fera-t-elle en présentiel? Alors, au mois de mai, a priori, si j'ai bien compris, il risque d'y avoir une reprise de certaines classes. Et pour les petits, on les met avec pas des professeurs. Les professeurs sont professeurs, mais avec des surveillants, merci. Et les grandes classes reprendraient en présentiel jusqu'au mois de juin. Quant au mois de septembre, on n'en sait rien du tout.
Mais ce que je vous dis, il faut quand même le vérifier auprès des conseillers consulaires, hein, donc Nicolas Maigrelis, Frédéric Ferrari ou Olivier Burlotte. Franck Ferrari, pardon. Franck Ferrari. Jusqu'à quand les étrangers qui sont des pays inamicaux ne peuvent-ils pas vendre leurs biens immobiliers? Mais ça, si vous avez la réponse, je serais ravi de l'avoir. Non, c'est pas du tout un fait que tu ne peux pas vendre tes produits. Non, tu ne peux pas vendre. Mais ça, sur le fond, je ne suis pas très inquiet là-dessus. C'est très pénible si vous voulez, en tant qu'étranger, hein, si vous voulez vendre votre bien, c'est très pénible, mais ça reviendra à un moment ou à un autre. Mais vous dire quand, on n'en sait rien. La Russie prévoit d'utiliser le rouble numérique pour les règlements internationaux. Est-ce envisageable? Ils n'ont pas encore le rouble numérique. Ils doivent l'avoir d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas d'ici quand, par contre, je ne sais pas d'ici quand ils veulent le faire, mais je sais que c'est une des premières déclarations qu'a faite Elvira Nabiullina, donc le gouverneur de la Banque centrale russe, dès lors qu'elle a été reconduite dans ses fonctions pour un nouveau mandat à la tête donc, de la Banque centrale. Effectivement, elle a parlé de cette histoire de rouble numérique. J'ai pas d'éléments sur quand est-ce qu'ils vont le mettre en place. En revanche, sur le fait que les crypto-monnaies peuvent servir de moyen de s'affranchir du dollar dans les transactions internationales, ça oui, c'est une vraie piste. Parce que faire du commerce en monnaie nationale, c'est quand même extrêmement difficile. Il y a des pays qui cherchent à le faire depuis des années, mais qui font des annonces, mais en pratique ne le font pas, ne peuvent pas le faire pour un tas de raisons. Et donc des déclarations sur le registre des transactions sur le pétrole ou autre en monnaie nationale, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais en pratique, c'est techniquement très difficile à faire. En revanche, si on passe sur le crypto-monnaie, là, il y a une vraie piste. Et il y a des pays qui y songent. Paraît-il que les Émirats arabes unis, par exemple, considèrent la piste des monnaies, effectivement, crypto-monnaies, pour se soustraire, en tout cas soustraire une partie de leurs échanges au dollar et éventuellement donc se prémunir ou se protéger contre de potentiels futurs problèmes avec l'OFAC. Le rouble numérique, si j'ai bien entendu Elvira Nabiullina, c'est prévu pour la fin de l'année et lancement en début 2023. Donc, en tout cas, jusque-là, il n'y aura pas de rouble numérique. Donatien, il faut que tu précises ta question parce que je ne la comprends pas. On en a une autre, c'est croyez-vous que les banques chinoises peuvent remplacer ou prendre la place des banques européennes en Russie? Je ne suis pas certain que ce soit le secteur que privilégient les Chinois. Les banquiers chinois, un peu comme les autres d'ailleurs, sont extrêmement prudents quant à leur éventuelle exposition à des sanctions américaines. Donc le secteur financier, même chinois, il fait attention, et même si on parle parfois de banques publiques. Par contre, les industriels, eux, sont vraiment en embuscade dans tous les domaines. On en avait parlé vendredi, on avait évoqué Shell, je crois, l'éventuelle sortie de Shell du projet Sakhalin 2. Bon, ce sont les Chinois qui rafleraient la mise. Donc, beaucoup de domaines industriels, de l'automobile à l'énergie, en passant par bien d'autres, les transports, sans aucun doute. La banque, je suis moins sûr. Je suis assez de ton avis, Arnaud. Comment les crypto-monnaies peuvent-ils libérer des pays du dollar alors que les plus grosses sont liées au dollar? Non, elles ne le sont pas obligatoirement et c'est parce que les échanges sont différents. On ne passe pas par le SWIFT, les échanges sont différents, mais là, c'est une question plus technique qu'il faudra voir ensuite. On m'a dit que je ne serais pas sur Zoom mercredi. Merci Donatien. Mais théoriquement, je suis là mercredi. Pourquoi ne serais-je pas là mercredi? On va continuer pour ce sujet-là qui est intéressant. Je vérifie quand même. Mais les gens savent des choses que tu ne sais pas en fait. Il y a certainement des choses que je ne sais pas sur ma propre vie, mais non, je suis là mercredi, Donatien. Non, on va faire des zooms tous les jours cette semaine. Hein, quand on aura fait donc des zooms absolument tous les jours en mars-avril. On va continuer jusqu'à vendredi prochain. Il se trouve que la semaine prochaine, il y a 10 jours de vacances en Russie, qu'il y a un certain nombre de jours fériés, mais ce que nous allons
allons faire, on vous le redira tous les jours, c'est un Zoom le jeudi 5, même heure, 17h30 heure de Moscou. Donc la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul Zoom qui est le jeudi 5. Mais cette semaine, il y aura des Zooms tous les jours et je serai là tous les jours. On ne sait pas si les 3, 4 et 5 mai sont fériés pour l'instant, c'est toujours pas annoncé. On ne sait pas, mais le 1er et le 2 mai sont fériés, 3, 4, 5. Les Russes nous ont... Ah bon, bah alors à Moscou, ça ne sera pas férié. Le maire de Moscou a dit que ça ne le sera pas. Et nous, en tout cas, on fera le jeudi 5 mai un Zoom avec Arnaud, puisque Igor a repris son jet privé et que Pavel a repris le sien aussi. Donc, on fera ça tous les deux avec Arnaud. Mais nous n'avons plus de questions, donc je vais te passer la parole, Pavel. Alors, la dernière partie, effectivement, tu as donné le lien. Voilà, on va vous mettre un lien. On nous avait posé des questions sur les mesures de soutien pour la création d'entreprises. Alors, Boris, qui est ici, a trouvé un certain nombre d'informations sur un lien qu'on va vous donner tout de suite. Sur la création, il n'y en a pas, mais sur les soutiens aux entreprises. Voilà, la création, ça vous passez par un juriste. Il vous crée votre entreprise, c'est assez simple en Russie, hein, c'est pas très compliqué. Mais pour les soutiens, voilà, je crois qu'on vous a mis le lien, si je ne me trompe pas. Oui, je vois le lien. Pavel. Oui, donc Emmanuel vient de vous le dire, toute cette semaine, 17h30 heure de Paris, heure de Moscou, pardon, 16h30 heure de Paris. Donc la hotline, vous la connaissez, le fil Telegram aussi, quelques événements que vous pouvez trouver également annoncés en ligne sur notre site. Pour les sociétés membres, une session du comité santé, un webinaire également sur les transports internationaux et un petit déjeuner d'affaires, développement des infrastructures cloud. Donc voilà de quoi l'avenir immédiat sera fait. Et ensuite, raréfaction de nos sessions Zoom, mais nous espérons que la situation évoluera dans un sens favorable. Voilà, tenez bon, bonne fin de journée à tous et retrouvons-nous donc demain à 17h30 heure de Moscou. Et voilà, on nous l'écrit aussi. Tenez bon et la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup et à demain. Au revoir.